Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors avec mon collègue Olivier, on est particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui parce qu'il y a 10 ans, on était sur cette même scène à l'invitation des rencontres et on vous parlait d'une mission assez extraordinaire aussi qui s'appelle Vénus Express. Et à l'époque, je me disais, c'est dommage, j'ai déjà fait la plus belle mission de ma vie, donc c'est dommage, je ne ferai plus jamais quelque chose comme ça. Eh bien, je me suis trompé puisqu'on a la chance, Olivier et moi, d'être sur une très belle mission à nouveau, donc l'exploration des lunes glacées de Jupiter. Olivier vous expliquera pourquoi il est intéressant d'aller observer ces lunes, quels sont les enjeux. Et puis, moi, je m'efforcerai de vous expliquer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va faire pour aller les explorer. Et il y a quelques embûches sur le chemin. Donc l'histoire, elle commence en fait en janvier 1610, à côté de Padoue. Et puisque vous êtes des astronomes éclairés, vous savez certainement à quoi je me réfère. Il s'agit bien sûr de Galilée. Galilée, donc, qui utilise pour la première fois une lunette astronomique avec un grossissement d'environ 20 fois, d'une qualité assez médiocre globalement. Et donc ce jour de janvier 1610, en plein hiver, il fait une découverte majeure qu'il a retranscrit sur ce manuscrit qui est devenu un petit peu mythique, le manuscrit à gauche. Il illustre en fait ce qu'il a observé à côté de Jupiter. Donc son but premier était d'observer Jupiter, mais à sa grande surprise, il a trouvé qu'il y avait à côté de Jupiter un certain nombre de points brillants dont la position changeait chaque jour. Et c'était une découverte révolutionnaire parce que c'était le signe qu'il y avait des objets qui tournaient autour de Jupiter. Et c'était donc un argument majeur en faveur de Copernic, qui avait fait l'hypothèse au milieu du XVIe siècle que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais qu'au contraire, les objets tournaient plutôt autour du Soleil. À son grand désespoir, Copernic n'avait jamais pu prouver en fait cette théorie, c'était une intuition géniale, et c'est Galilée en fait qui le découvre en observant Jupiter. Et ça lui a valu un succès immédiat par le biais d'un livre qui s'appelle Le Messager céleste, Sidereus Nuncius, dans lequel il expose sa découverte. Et ça a été à l'époque un véritable best-seller, puisqu'il l'a vendu en quelques semaines à près de 500 exemplaires, ce qui pour l'époque était énorme, et ça lui a valu également la renommée. On peut constater donc également le nom qu'il avait donné à ces lunes, et les latinistes dans la salle pourront certainement traduire. Medicea Sidera, ça veut dire littéralement les astres médicéens. Et c'était un hommage à Cosme de Médicis, son protecteur, ce qui lui a valu d'ailleurs une récompense, puisqu'il a été nommé par Médicis professeur à vie à Florence, et ça a assuré sa fortune. On appelle maintenant ces lunes les lunes galiléennes, évidemment, en hommage à Galilée et à sa découverte majeure. Et on les connaît également sous leur nom, qui sont donc Io, Callisto, Ganymède et Europe. Ces noms n'ont pas été donnés par Galilée, ils ont été donnés par un autre astronome allemand qui s'appelait Simon Marius et qui d'ailleurs a tenté de s'attribuer cette découverte. Bon, sans succès, heureusement, puisque c'est Galilée, bien sûr, qui les avait découvertes. À noter également que c'est l'astronome Johannes Kepler, également un très grand astronome, qui, pour la première fois, a inventé le mot satellite pour désigner ces lunes. C'était à l'époque un néologisme, il s'est inspiré du latin satelles, qui veut dire le garde du corps. Donc les lunes de Jupiter sont littéralement ses gardes du corps. Et maintenant, ce terme est passé naturellement dans le langage courant. Donc voilà à peu près ce que Galilée a pu observer à l'époque dans sa lunette. C'est une image qui a été prise il y a quelques années par un astronome amateur, dont vous pouvez voir le nom en bas à gauche, lors d'une phase de conjonction entre la Lune et Jupiter. Et on observe les 4 points alignés autour de Jupiter, qui sont de gauche à droite, Callisto, Ganymède, Io et Europe. Et c'est donc en constatant que ces points bougeaient d'un jour à l'autre qu'il a conçu l'idée que ces corps en fait, étaient en orbite autour de Jupiter, et que Jupiter constituait une sorte de petit système solaire en modèle réduit. Il a fallu attendre ensuite pratiquement 4 siècles pour en savoir plus sur Jupiter et sur ses lunes, au moment où l'homme a pu envoyer des objets fabriqués sur Terre pour aller explorer de plus près ces objets, ces astres. La première mission qui est passée à côté de Jupiter s'appelle Pioneer 10, et c'était en 1973. C'est la première sonde qui a traversé la ceinture d'astéroïdes et qui s'est approchée de Jupiter à la distance de 130 000 km. Et ça, c'est une des toutes premières images de Jupiter.
pas d'une excellente qualité, hein, vous verrez après qu'on a fait beaucoup mieux, mais c'était une des toutes premières prises à proximité, à quelques millions de kilomètres, où l'on distinguait déjà les éléments tout à fait caractéristiques de cette planète. Et la mission, en fait, qui a fourni les plus belles images de Jupiter à la suite, c'est une mission également mythique dans la conquête spatiale, c'est la mission Voyager. 1977, 2 sondes jumelles, Voyager 1 et 2, qui sont lancées de Cap Kennedy, si je me souviens bien, au Cap Canaveral, et qui, en l'espace d'1 an et 4 mois, se retrouvent à proximité de Jupiter. Voyager 1 a fait en janvier 1979 cette vidéo exceptionnelle, qui est constituée donc d'une image par orbite de Jupiter, c'est-à-dire une image par rotation de Jupiter plutôt, hein, une image toutes les 10 heures, et à une distance évoluant entre 58 millions de kilomètres et 31 millions de kilomètres. Donc une vidéo tout à fait exceptionnelle dans laquelle on peut déjà voir les éléments principaux de Jupiter, et en particulier cette grande tache et puis ces mouvements globaux de l'atmosphère. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les grandes caractéristiques de Jupiter ? Alors on peut dire que Jupiter, c'est 10 fois la taille de la Terre. Donc 10 fois la taille de la Terre, ça veut dire qu'en volume, c'est à peu près 1000 fois le volume de la Terre. Donc c'est la plus grande planète du système solaire. Aussi, en masse, c'est simplement 300 fois moins la Terre. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une planète dite gazeuse. C'est peut-être appelé à tort une planète gazeuse, parce que le gazeux, c'est les enveloppes externes de la planète. Parce qu'à l'intérieur, on pense qu'il y a un corps métallique, et aussi de l'hydrogène liquide qui tourne à l'intérieur de la planète. Il faut aussi savoir que c'est une planète géante qui contient à peu près 70 satellites. Et pendant cet exposé, on va surtout en parler de 3 qui sont les plus intéressants de notre point de vue. Et cette grande tache, Olivier ? Alors la grande tache que l'on voit ici, qu'on appelle la grande tache rouge, mais qui n'est pas rouge sur cette image, en fait, c'est un cyclone géant qui fait à peu près aussi 3 fois la taille de la Terre. Il faut imaginer les vents violents de 400 km/h. Et il faut aussi imaginer qu'on voit ce cyclone depuis à peu près 300 ans. Il paraît que la taille d'ailleurs est en train de réduire. Depuis Voyager, elle a beaucoup diminué. C'est possible que dans quelques centaines d'années, ce cyclone disparaîtra. Alors Voyager a pris également au passage une image magnifique de cette grande tache. Ça pourrait être une œuvre d'art, hein. C'est assez magnifique. Et Olivier, tu disais que cette tache fait environ 3 fois la taille de la Terre, hein, me semble-t-il. Et la couleur est due à la composition et à des différences de température. Des nuages d'ammoniac en particulier. Alors Voyager n'a fait, entre guillemets, qu'un survol de Jupiter. Elle est passée à proximité et ensuite elle a continué sa mission vers Saturne, Neptune et Uranus en bénéficiant d'un enchaînement, d'une conjonction planétaire qui ne se produit que tous les 150 ans. Je parle sous le contrôle des astronomes, quelque chose comme ça. Donc la prochaine opportunité aurait été en 2100 et quelques. Donc une mission absolument exceptionnelle et qui a livré beaucoup d'enseignements sur Jupiter, mais avec quand même un volume de données assez limité dans la mesure où c'était simplement un survol. Et donc la première mission qui a véritablement exploré Jupiter en détail, et particulièrement ses lunes, c'est une mission également exceptionnelle, dont le nom rend hommage évidemment à Galilée, donc Galiléo, une mission américaine, lancement en 1989, arrivé autour de Jupiter en 1994, donc après un trajet de 5 ans. Et si ma mémoire est juste, je pense que la mission a duré jusqu'en 2004. Et donc c'est cette mission qui a donné en fait la plupart des informations sur les lunes de Jupiter. Donc tout ce qu'on connaît sur ces lunes vient de Galiléo et sera prolongé par notre mission JUICE. Donc Olivier, est-ce que tu peux nous dire ce que Galiléo nous a appris sur ces lunes ? Alors maintenant, on va parler plus de science. Alors tout à l'heure, Thomas nous expliquera le fonctionnement du satellite et qu'est-ce qu'on peut faire avec le satellite qu'on développe actuellement avec Airbus et avec l'Agence spatiale européenne. Et d'abord, je vais commencer à dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ce satellite. Alors il y aura la vue des scientifiques qui veulent découvrir le système solaire, et ensuite il y aura la vue des ingénieurs qui doivent construire le satellite pour que les scientifiques soient satisfaits. Et avant d'entrer dans les détails scientifiques, je vais commencer par vous parler des 2 lunes les plus importantes pour notre mission. La première, c'est Europe, ici, que vous voyez en grand grâce à une image de Galiléo. Donc, ce qui frappe sur cette image, c'est d'abord que c'est une surface extrêmement lisse. En fait, c'est de la glace, c'est pour ça qu'on appelle ça des lunes glacées. Et ensuite, vous voyez très peu de cratères sur cette lune. Donc, ça veut dire que la surface est relativement jeune, puisque le nombre de cratères est une indication de l'âge d'une surface dans le système solaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des processus géologiques actifs sur cette lune qui sont intéressants d'étudier. Et notamment,
une des découvertes les plus fascinantes des 20 dernières années, nous disent qu'il y a une forte possibilité qu'il y ait de l'océan liquide sous cette croûte glacée. Et en fait, ce genre d'indication nous est venu par des images à haute résolution de la mission Galileo, qui montrent ici des blocs de glace, et on a l'impression que ces blocs de glace flottent en quelque sorte, et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a de l'eau liquide sous la surface de cette croûte glacée. On ne sait pas exactement à combien de kilomètres, et ce sera un des buts de la mission. Une deuxième lune qui est extrêmement intéressante pour notre mission, qui est moins connue, c'est Ganymède. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, Ganymède c'est presque aussi gros que la planète Mars, donc c'est vraiment pratiquement une planète, même si c'est une lune dans le système de Jupiter. Vous voyez une image de Ganymède par Galiléo, et là vous pouvez voir les différences frappantes avec Europe. Il y a plus de cratères, donc ça veut dire que la surface est plus âgée, elle semble moins active, mais ce n'est pas forcément une lune moins intéressante parce qu'on pense également qu'il y a un océan liquide sous la surface de Ganymède. Et ce sera le point principal de la mission JUICE dont on va vous parler tout à l'heure. Alors pour mettre les choses en perspective et aussi pour avoir une idée de la taille des objets dont on va parler, voilà une diapositive qui montre la taille de différentes planètes et surtout lunes dans le système solaire. Donc vous voyez la Terre ici avec la Lune et vous voyez les satellites ici des différentes planètes. Par exemple Jupiter, on voit les 4 gros satellites galiléens et le système de Saturne avec simplement un gros satellite qui est Titan. Donc vous voyez déjà que le système de Jupiter est très particulier puisqu'il y a 4 grosses lunes qui sont plus grosses pratiquement que la Lune, à part Europe, et qui sont pour la plupart presque aussi grosses que les petites planètes comme la planète Mars, et plus grandes que Mercure aussi. Donc pour la mission dont on va parler, on va s'occuper principalement des 3 lunes ici, Europe, Ganymède et Callisto. On aimerait bien étudier en détail Io ici, parce que c'est une lune extrêmement intéressante du point de vue du volcanisme. Mais Io est tellement proche de Jupiter qu'à cause des ceintures de radiation, on ne peut pas s'en approcher. Donc c'est pour ça que la mission se focalisera sur Europe, Ganymède et Callisto. Alors maintenant, un petit peu plus de détails. Voilà une vue de l'intérieur de la Lune Europe, avec un cœur ici. Ici, la surface. Et ici, cette petite couche, c'est une couche de glace, donc qui fait quelques kilomètres d'épaisseur. Et la principale découverte dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y aurait un océan ici d'eau liquide sous la surface, sous la croûte en fait glacée. Et c'est un des buts de la mission, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y aurait un océan liquide sous Europe. Les océans liquides sont extrêmement intéressants parce que ça veut dire qu'au-delà de la Terre, il peut y avoir des endroits dans le système solaire avec de l'eau liquide qui offreraient des conditions intéressantes pour l'apparition de la vie. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'explorer dans le système solaire des endroits où il y a de l'eau liquide. L'eau liquide est à une certaine profondeur. Avec la mission, on va peut-être essayer de voir des poches d'eau liquide qui pourraient être à la surface ici, comme indiqué en haut à droite. À la surface, il y a des zones rouges qui peuvent être dues à des molécules organiques, qui peuvent être aussi donner des renseignements intéressants sur l'océan qu'il y a sous la surface. Et aussi, c'est quelque chose qui est moins connu, du fait des radiations dans l'environnement de Jupiter. En fait, il y a du bombardement de la surface d'Europe et il y a une création d'une petite atmosphère autour d'Europe qui peut aussi donner des informations sur la surface. Donc voilà ce qu'on va faire à Europe. Aussi, si on a de la chance, on va pouvoir voir de l'activité réelle sur Europe. Il y a des images du télescope spatial Hubble qui a indiqué qu'il y a possiblement des geysers, donc de l'eau, qui sort du pôle sud d'Europe, comme indiqué sur cette image. Et à droite, vous voyez plutôt une image d'artiste qui symbolise ce qu'on aimerait voir. Donc si on a de la chance, avec notre mission, on pourra avoir des geysers aussi au pôle sud d'Europe qui montrent vraiment une activité de la Lune et qui montrent vraiment aussi qu'il y a un océan liquide sous la surface. Olivier, une question. Est-ce que ce phénomène est comparable à ce qui se passe autour de Saturne, sur cette lune qui s'appelle Enceladus? Tout à fait. Donc, la mission Cassini a montré qu'il y avait aussi des geysers sur Encelade. Et en fait, c'est la détection de ces geysers qui a indiqué qu'il y avait un océan aussi dans cette petite lune de Saturne. Ce qui est assez bizarre pour la lune Encelade, c'est que la lune est toute petite. Elle fait que 200 km de diamètre. Donc, on se demande comment une lune toute petite peut renfermer un océan. Pour Europe, c'est une plus grosse lune, on a plus déjà d'informations. Donc ce sera une comparaison intéressante entre les lunes, entre deux systèmes de planètes géantes. Passons à Ganymède maintenant, encore une coupe de l'intérieur, où on voyait ici la distance, donc juste pour montrer que le diamètre c'est un peu plus de 5000 km, donc presque le diamètre de la planète Mars, c'est vraiment une petite planète.
Et vous voyez ce qu'on pense, ce qu'il y a à l'intérieur de la Lune, et c'est ce qu'on veut essayer de montrer ou de trouver avec la mission JUICE. Donc il y aura un corps de fer à l'intérieur, ensuite un manteau rocheux, ensuite un manteau glaciaire, à la surface une couche de glace qui peut faire plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur, et complètement coincée, prise en sandwich entre ces deux couches de glace, il y aurait aussi un océan de sel, qui pourrait faire, vu les distances ici, quelques centaines de kilomètres d'épaisseur. Donc c'est vraiment le but principal de la mission, comprendre pourquoi un océan peut être niché entre deux couches de glace dans cette grosse Lune. Parce que si un océan, ça peut être des conditions intéressantes pour l'apparition de la vie. Alors Olivier, on a vu que ces lunes étaient pratiquement aussi grosses que des planètes, même plus grosses que certaines planètes comme Mercure. Est-ce qu'on peut dire que Jupiter et son système de satellites, c'est comme un système solaire en modèle réduit? Voilà, en fait, étudier Jupiter, c'est ce que Galilée a trouvé il y a plus de 400 ans. Étudier Jupiter, c'est étudier le système solaire en miniature, avec le système solaire à 9 planètes, le système de Jupiter à 70 satellites. Donc c'est intéressant aussi pour comprendre la dynamique du système solaire et aussi la dynamique des systèmes extrasolaires. Donc c'est pour ça que c'est une cible très intéressante pour les futures missions. C'est-à-dire que Jupiter, en fait, c'est comme une étoile, si j'ai bien compris, mais elle n'a pas la taille critique pour déclencher la réaction nucléaire. C'est bien ça? Voilà. Et une des autres questions importantes, c'est est-ce que on sait que dans le système solaire, la vie est apparue sur Terre, donc dans notre système solaire. Est-ce que dans le système de Jupiter, il peut y avoir aussi des endroits où la vie a pu apparaître, notamment dans certaines de ces lunes? Donc c'est un des buts de la mission. Alors comment détecter ces océans sous la croûte? Imaginez que les océans soient à plus de 100 km sous la surface. On ne va pas apporter des systèmes pour forer la surface. Donc tout ce qu'on va faire, c'est avoir des mesures indirectes de la présence d'océans. Et notamment une mesure intéressante qu'on va faire avec notre satellite, c'est de mesurer les déplacements de la surface sous les effets de marée dus à Jupiter. La surface, il faut s'imaginer que la surface bouge de plusieurs mètres, quelques mètres d'amplitude. Et cette amplitude, en fait, dépend de la présence d'océans. S'il n'y a pas d'océan, la surface de Ganymède va varier d'une amplitude de 1 mètre. S'il y a un océan, la surface de Ganymède va varier d'une amplitude jusqu'à 10 mètres. Donc avec un laser altimètre, on va mesurer les variations de surface, et cette variation nous indiquera, oui ou non, s'il y a un océan à l'intérieur. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait un corps de fer, et c'est là une des particularités importantes de Ganymède. Ce corps génère une dynamo interne, et il y a un champ magnétique interne à Ganymède. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut savoir qu'il n'y a que 3 corps rocheux dans le système solaire qui possèdent un champ magnétique interne. Il y a la Terre, bien sûr, il y a Mercure et il y a Ganymède. Donc ça fait 3 objets extrêmement intéressants à étudier, et notamment Ganymède pour ce qui nous concerne. Olivier, le champ magnétique, c'est un élément important pour la vie parce que ça protège en fait la surface des agressions par les radiations, par les particules émises par le Soleil. C'est bien ça? Voilà. Donc si on veut étudier ce océan en fonction de l'apparition possible de la vie, la présence d'un champ magnétique est extrêmement importante ici. Donc c'est pour ça que Ganymède, pour moi, est un corps encore plus intéressant que Europe, qui ne possède pas de champ magnétique interne. Ici, en vert, on voit une représentation des lignes de champ magnétique, et on peut voir que c'est une image assez compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le champ magnétique autour de Ganymède est extrêmement complexe. Il y a d'abord le champ magnétique de Jupiter. Je vais en parler tout à l'heure, mais donc Ganymède est plongé dans le champ magnétique de Jupiter. Il y a aussi le champ magnétique interne de Ganymède, et en plus, dû à la présence d'un océan liquide salé qui conduit l'électricité, cet océan va perturber l'environnement électromagnétique de Jupiter, donc ça crée un 3e champ magnétique. Il y a le champ magnétique de Jupiter, le champ magnétique de Ganymède et le champ magnétique dû à cet océan liquide. Donc c'est une autre manière de détecter aussi cet océan liquide grâce à un magnétomètre qu'on va mettre à bord du satellite pour détecter les petites variations du champ magnétique dues à l'océan à l'intérieur. C'est une méthode extrêmement puissante pour sonder l'intérieur d'une planète ou d'une lune sans y aller directement. À cause de ce champ magnétique ou en raison de ce champ magnétique, comme sur Terre, il y a des aurores. Vous connaissez les aurores terrestres, si vous avez eu la chance d'aller en Norvège ou en Suède pour observer des aurores. Et de la même manière, comme il y a un champ magnétique interne à Ganymède, il y a aussi des aurores sur Ganymède, dues aussi à l'environnement radiatif de Jupiter. Et ici, vous avez une image du télescope Hubble
qui indiquent la position des ovales auroraux. Olivier, s'il y a des aurores, c'est parce qu'il y a une petite atmosphère, en fait. Hein. Ce qu'on voit, ce ne sont pas directement les particules. Voilà, c'est l'effet des particules sur l'atmosphère. Exactement. Il y a aussi, donc, pour qu'il y ait des aurores, il faut qu'il y ait un champ magnétique, il faut qu'il y ait des particules énergétiques qui bombardent, et il faut qu'il y ait une petite atmosphère qui puisse recevoir en fait cet impact de particules et émettre la lumière que l'on voit ici sur ces images. Ici, c'est des images en ultraviolet du télescope spatial Hubble. Alors, pourquoi je vous montre cette image ? Parce que, de manière très originale, l'étude de ces aurores, donc ce qui est plutôt dans le domaine de la physique des particules, de la physique, comme on appelle la physique des plasmas, la physique des champs magnétiques, peut nous renseigner également sur la présence d'eau liquide qui peut être à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur de la Lune. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et alors, comment on peut faire ça ? En fait, la localisation de ces ovales auroraux dépend du champ magnétique, qui lui-même dépend de la présence d'un océan liquide. Donc, si on observe précisément comment varient ces ovales auroraux, parce qu'ils ne sont pas toujours à la même place, si on observe ces variations de position en fonction du temps, on pourra en déduire la présence ou non d'un océan. Donc, vous voyez que je vous ai commencé à vous décrire ici plusieurs techniques individuelles et indirectes de détection des océans, et il nous faudra toutes ces techniques pour être sûr qu'il y a vraiment un océan, parce que, comme j'ai dit, on ne va pas forer à l'intérieur de la Lune. Maintenant, Callisto, la dernière lune qu'on va étudier. Alors, Callisto, c'est une lune assez particulière. Vous voyez une image ici du satellite Galileo. Avec ce que je vous ai dit, vous pouvez peut-être sûrement me dire est-ce que cette surface est jeune ou âgée. Le nombre de cratères est une relation de l'âge. Donc, ici, on voit beaucoup de cratères sur pratiquement toute la surface. Ça veut dire que cette surface est très très vieille. Elle date sûrement des débuts de la formation du système solaire, de la formation de Jupiter. Et donc, on a de bonnes raisons de penser que d'un point de vue géologique, cette lune n'a pas grand intérêt. Elle est ce qu'on appelle morte d'un point de vue géologique. Mais d'autres études du satellite Galileo, notamment le champ magnétique, a indiqué qu'il pourrait y avoir éventuellement une fine couche de liquide également sous la croûte de cette lune. Donc la question, c'est pourquoi une lune qui est loin de Jupiter, qui a priori n'a pas d'activité géologique, posséderait en son sein encore de l'eau liquide. Donc ça, c'est une des questions qu'on va essayer de résoudre avec la mission JUICE. Vous avez dû comprendre qu'on va se focaliser sur les lunes glacées, mais comme on est en orbite de Jupiter, on va observer aussi Jupiter pendant plus de 2 ans. Donc avec l'instrumentation à bord, on va prendre des images dans l'ultraviolet, dans le visible, dans l'infrarouge, pour étudier en détail les couches nuageuses et la circulation de l'atmosphère. C'est aussi une importante partie de la mission. Et la magnétosphère de Jupiter. La magnétosphère, c'est l'endroit où le champ magnétique est actif ou a une influence autour de Jupiter. Il faut savoir que le champ magnétique de Jupiter est 5 fois plus important que celui de la Terre. Donc c'est un objet énorme. Et ce qui nous intéresse pour notre mission, c'est que en fait, les particules chargées, comme sur la Terre, voyagent le long des lignes de champ magnétique. Donc, comme la magnétosphère est énorme, le champ magnétique est très intense. Il y a un environnement radiatif extrêmement important, ce qui pose un problème pour les satellites. Thomas y reviendra tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse d'un point de vue scientifique, c'est comment ces particules chargées voyagent le long des lignes de champ magnétique, et notamment lorsque ces lignes de champ magnétique rencontrent une lune. Par exemple, ici, Io, Europe, Ganymède ou Callisto. Il y a tout un échange de particules. Ces particules bombardent les surfaces. À leur tour, ces particules peuvent éjecter du matériel de la surface de ces lunes, et ces particules voyagent encore le long des lignes de champ magnétique. Donc il y a une espèce de connexion entre les lunes et Jupiter. Et une illustration de cette connexion, ce sont les aurores, en raison du champ magnétique de Jupiter. Vous voyez ici l'ovale auroral. Mais en raison de la présence de ces lunes, il n'y a pas un ovale auroral, mais il y en a plusieurs. Et vous voyez ici l'effet, par exemple, d'une des lunes qui doit être ici Io. Donc ces lunes sont connectées en quelque sorte à la planète géante via les lignes de champ magnétique. Et ici, c'est une image qui montre un peu l'énormité en fait, de cette magnétosphère, de cette bulle de champ magnétique autour de Jupiter. Si vous regardez la pleine lune, il y a la pleine lune d'ailleurs demain, la super lune, si vous regardez dans le ciel et vous considérez la taille de la lune, en fait, la taille de la magnétosphère de Jupiter, c'est extrêmement plus grand que la taille de la pleine lune. Donc, si vous regardez demain soir, vous pourrez penser à cette image.
Alors, je vais passer la main maintenant à Thomas pour le satellite. Donc, vous avez vu ce qu'au niveau scientifique, on a envie de faire à la planète. Entre guillemets. Quelles sont les découvertes qu'on veut faire autour de ces lunes glacées. Une fois que les scientifiques ont fait leur choix, on se tourne vers les ingénieurs pour nous dire, voilà, il faut un satellite pour pouvoir réaliser notre rêve. Et Thomas représente les ingénieurs qui vont réaliser notre rêve. Alors effectivement, donc, nous on a été sélectionnés donc, en juillet 2015 à l'issue d'une compétition et on est maintenant maître d'œuvre de ce projet. C'est un projet industriellement qui est assez important puisqu'on dirige un consortium d'environ 80 sociétés réparties sur 20 pays européens. Ces 80 sociétés sont en cours de sélection. On en a sélectionné environ 80 à 90%. Donc il y a déjà un gros travail de constitution de l'équipe, dans la mesure où pour les projets européens, il y a aussi un objectif, qui n'est pas un objectif scientifique, mais qui est un objectif également très important, de faire travailler tous les pays européens ensemble pour montrer ce qu'on arrive à faire lorsqu'on est unis. Et ce n'est pas forcément inutile. Donc ces 20 pays, en fait, sont en premier lieu la France, qui est la plus grande contribution, mais également l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la Norvège, la Finlande, la Suède, la Roumanie. Je ne vais pas forcément tous les citer, mais donc un grand nombre de pays européens qui contribuent chacun dans leur spécialité. Donc on parle d'un très très gros satellite, puisque au lancement, la masse sera d'un peu plus de 5 tonnes, et ça c'est comparable en fait aux plus gros satellites de télécommunications, qui font actuellement 5 ou 6 tonnes. Pour ce qui concerne les missions interplanétaires, ce sera le plus gros satellite interplanétaire jamais envoyé. Pour référence, Voyager faisait 800 kg à peu près, et Cassini, qui est considéré comme un très gros satellite, faisait 3,5 tonnes au décollage. Cassini, donc une mission autour de Saturne. Il faut remarquer que dans ces 5 tonnes au décollage, il y aura pratiquement 3 tonnes de carburant. Et ça, c'est lié, on le verra un petit peu plus tard, à la nécessité d'effectuer des corrections d'orbite. Donc le satellite évolue dans le système solaire principalement sous l'action de la gravité, mais il y a également besoin de faire un certain nombre de corrections, de modifier la vitesse à certains moments importants, particulièrement l'insertion autour de Jupiter, pour laquelle il faut réaliser un freinage de pratiquement 1 km par seconde, et ensuite l'insertion autour de Ganymède. Donc ça veut dire qu'environ 55% de la masse au lancement est constituée de carburant. Je ne suis pas sûr que ce soit un record, mais en tout cas, c'est pas loin, c'est beaucoup et c'est extrêmement dimensionnant dans l'architecture du satellite. Intéressant également de remarquer qu'il y a 219 kg d'instruments. Donc la partie réellement utile, ce qu'on appelle la charge utile de la mission, est constituée d'environ 200 kg, ce qui fait à peine 4% de la masse du satellite au décollage. Bon, ce qui est un ratio qui n'est pas inhabituel, mais qui est quand même particulièrement faible en raison de la grande quantité de carburant dont on a besoin. Et ce qu'on peut remarquer aussi, et qui moi me frappe toujours, c'est quand on compare la masse de la charge utile à la masse totale au décollage. Donc le lancement sera fait par Ariane 5, et la masse au décollage, incluant bien sûr le lanceur, sera de 755 tonnes. Donc le ratio entre la charge utile et la masse totale au décollage, c'est exactement 0,03%. Et ça illustre encore et toujours à quel point c'est difficile en fait, d'envoyer un objet dans l'espace en général, mais également de l'envoyer aussi loin autour de Jupiter. Et donc ça restera encore difficile pendant longtemps, tant qu'on n'aura pas fait des progrès spectaculaires en matière de propulsion. Donc ça reste quelque chose de très difficile. À noter également les panneaux solaires, environ 100 mètres carrés de panneaux solaires, ce qui se compare là aussi aux plus gros satellites de télécommunications. J'y reviendrai dans la suite, mais évidemment, quand on est proche de Jupiter, la lumière du Soleil est beaucoup plus faible qu'autour de la Terre, facteur 25, donc on a besoin de très très gros panneaux pour générer la puissance électrique dont on a besoin. Et bien sûr, donc, ce satellite embarque 10 instruments scientifiques que tu vas nous présenter maintenant, Olivier, et qui sont complémentaires. Voilà, je reprends la main un petit peu. Donc les Audivo instruments scientifiques, on a 10 capteurs extrêmement complexes. Sur le satellite ici, j'ai indiqué à quelle place à peu près ils ont. Donc on ne fait pas une mission vers Jupiter tous les 2 ans. Donc quand on y va, on essaie de mettre le plus d'instruments possible. Donc on essaie vraiment de mettre le paquet. Et là, je pense qu'on a mis le paquet. Donc il y a d'abord sur le haut du satellite, il y aura des instruments de télédétection, donc pour prendre des images. Et on va regarder dans plusieurs longueurs d'onde, sous le millimètre, entre le visible et l'infrarouge, avec un spectroimageur, une caméra qui fonctionne dans le visible et un spectromètre qui fonctionne dans l'ultraviolet.
Donc, avec ça, on va ausculter les surfaces des lunes et l'atmosphère de Jupiter. Ensuite, on a des instruments qui sont plus géophysiques. Donc, sur la même plateforme que les instruments, on aura le laser altimètre, dont je vous ai parlé. Ce sera pour mesurer notamment les marées sur les surfaces des lunes. On a aussi un radar. Ici, on voit ici l'antenne de 15 mètres de long. Le radar pénétrera la glace pour essayer de voir les différentes couches de glace à l'intérieur des satellites. Et on a une expérience qui s'appelle Radioscience, qui utilise le système de télécommunication du satellite pour mesurer précisément la position. C'est en fait un système de GPS très précis pour mesurer la position du satellite et en déduire des informations sur le champ de gravité des lunes. Le magnétomètre, ici, qui mesure les champs magnétiques, sera sur un bras qui fait plus de 10 mètres de long. Et on mesurera aussi des champs électriques avec cette espèce de capteur, ici une boule, au bout d'un bras de 4 mètres de long. Quand on mesure des champs électriques et des champs magnétiques, on veut bien sûr mesurer les propriétés des lunes et de Jupiter, et on ne veut pas mesurer le champ électrique du satellite. Celui-là, on s'en fiche. C'est pour ça qu'on essaye d'être le plus loin possible du satellite, et c'est pour ça qu'on met ces capteurs le plus loin possible sur des bras ici de 10 mètres et de 4 mètres. Et enfin, on aura aussi des capteurs de particules qui seront disposés un petit peu partout pour mesurer justement les particules énergétiques du champ de radiation de Jupiter. Donc là, on a une vue globale du satellite dans sa configuration de vol, donc avec tous les appendices déployés. Et je ne vais pas évidemment mentionner tous les détails, mais on peut remarquer donc la taille des panneaux solaires, presque 100 mètres carrés globalement, ce qui veut dire une envergure d'environ 11 mètres de chaque côté, 11 à 12 mètres de chaque côté, 5 panneaux. Dans cette configuration particulière en croix, de façon à minimiser les inerties. Pour faire les observations de Jupiter et de ses lunes, on a besoin de tourner le satellite de temps en temps. Et donc pour ça, c'est plus pratique si les inerties sont les plus faibles possibles. D'où cette configuration particulière. On note également cet appendice en diagonale qui porte le magnétomètre et un instrument qui sert à mesurer le champ électrique. Et comme l'a dit Olivier, c'est un enjeu et une difficulté particulière d'éloigner ces senseurs le plus possible du satellite. On a ici un mât qui fait 10,60 m, ce qui n'est pas tout à fait le record en la matière, mais c'est pas loin. Je pense que Cassini, c'est 12 mètres. Et 10,60 m, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à réaliser, parce qu'on cherche un appendice qui soit à la fois rigide, mais quand même assez léger, et dont on puisse démontrer par des essais au sol qu'on est capable de le déployer. Donc et en plus qui résiste également à des températures extrêmes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident à développer. On peut remarquer également une antenne qui fait ici 2,50 m. Là non plus, ce n'est pas le record en la matière, puisque Voyager avait une antenne qui faisait 4 mètres, mais Voyager avait vocation à aller également beaucoup plus loin. 2,50 m, c'est la même taille que l'antenne du satellite Juno, qui est actuellement en train d'orbiter autour de Jupiter. Donc je reviendrai sur quelques-uns de ces éléments dans la suite, mais c'est intéressant de jeter également un coup d'œil à l'intérieur du satellite. Donc ça, c'est la configuration au sol, après assemblage, et avant l'application de la couche de matériaux isolants. Donc on verra plus tard que le satellite est soumis à des températures extrêmes et qu'il est nécessaire, évidemment, de le protéger de son environnement. Donc là, c'est intéressant de regarder un petit peu à l'intérieur. Donc quels sont les éléments importants ? On voit au milieu un tube, un cylindre, qui est la structure porteuse du satellite et qui est réalisé en fibre de carbone de façon à minimiser la masse. C'est un tube qui fera environ 100 kg, ce qui est relativement modeste pour une charge de 5 tonnes. Donc fibre de carbone, réalisée en Espagne. Les murs latéraux, en fait, vous pouvez voir, sont ajourés. Il y a des trous de façon également à minimiser la masse. On ne laisse que les parties qui sont strictement nécessaires pour la tenue mécanique. C'est un mur qui est constitué d'une structure en nid d'abeille, c'est-à-dire une structure inspirée de ce que les abeilles font dans les ruches, parce que c'est la technique la plus efficace, en fait, le meilleur compromis entre la masse et la résistance. On n'a pas trouvé mieux que ce que font les abeilles. Et ça, c'est très, très classique dans tous les satellites. Ce qui est un petit peu particulier ici, c'est que la peau de ces murs est en carbone au lieu d'être en aluminium, de façon à minimiser également la masse. On peut noter également que les appendices sont pliés. En particulier, vous voyez ici une petite antenne qui est pliée, et puis on voit aussi certains instruments sur le côté qui sont pliés. Là, on a ici le fameux mât qui porte le magnétomètre et qui est plié en 3 morceaux. Et ça, c'est vraiment un enjeu de tester ça au sol, d'arriver à déployer ça
de compenser la gravité, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui nécessite des moyens particuliers sur lesquels on travaille déjà. On peut noter également ici ces petites caméras qui sont orientées dans différentes directions et qui sont en fait ce qu'on appelle des senseurs d'étoiles. Ça permet de mesurer l'orientation du satellite par rapport aux étoiles. On note également ici 2 baffles qui sont en fait 2 caméras de navigation et qui servent, elles, en fait, à observer les lunes de Jupiter lorsqu'on s'en approche, de façon à déterminer la position relative du satellite par rapport à ces lunes. Et ça, c'est également une difficulté majeure dans ce type de mission. Comment déterminer la position très précisément alors qu'on se situe à une distance de la Terre qui est entre 600 et 900 millions de kilomètres. Donc pour ça, et uniquement à proximité des lunes, on va utiliser ces petites caméras de navigation. Donc, le programme de la mission, un lancement le 20 mai 2022. Je ne me souviens pas à quelle heure, mais voilà, 20 mai, et une fenêtre de lancement de 3 semaines. Donc, lorsqu'on fait une mission interplanétaire, on a toujours une fenêtre de lancement assez étroite parce qu'elle dépend de la position relative des planètes. Et si on loupe la fenêtre, il faut attendre parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. En l'occurrence, ce serait ici à peu près 1 an si on loupe cette fenêtre. Donc, un créneau de 3 semaines. En mai 2022, un lancement à Kourou par Ariane 5, qui est le lanceur le plus puissant en Europe et encore actuellement dans le monde. Un transfert, c'est-à-dire la phase de voyage jusqu'à Jupiter qui dure plus de 7 ans et demi de voyage, donc un peu plus que Galiléo. L'insertion aura lieu le 29 octobre 2029, précisément. Il y aura donc en particulier 2 survols d'Europe. Donc Olivier a expliqué quel était l'intérêt particulier qu'on portait sur Europe. Seulement 2 survols en fait parce que l'environnement est assez hostile en raison des radiations, c'est-à-dire des particules ionisées qui circulent dans le champ magnétique de Jupiter. Ensuite, on pourra voir que le plan de l'orbite sera légèrement incliné de façon à aller observer les hautes latitudes de Jupiter, une zone qui est moins bien connue que l'équateur. Également 13 survols de Ganymède, puis 14 survols de Callisto. Et enfin, le transfert vers Ganymède. Donc, ce qui est absolument original et unique dans cette mission, c'est l'insertion finale autour de Ganymède, ce qui n'a jamais été fait. Jamais aucun satellite ne s'est inséré autour d'un autre satellite du système solaire. Et donc ça aura lieu exactement en décembre 2032 pour une phase qui durera 10 mois. Et au final, le satellite se trouvera en orbite circulaire à 500 km d'altitude autour de Ganymède, ce qui permettra de faire une cartographie et une étude complète de la surface de Ganymède. Et la fin de mission est prévue en septembre 2033. Est-ce qu'on connaît déjà le scénario de fin de mission ? Alors oui, il est prévu en fait d'écraser le satellite sur Ganymède. Bon, ce qui peut paraître un petit peu choquant, mais il faut savoir que le corps qui est jugé le plus, comment dirais-je, qu'on doit le plus protéger autour de Jupiter, c'est Europe. Pour des raisons que tu peux peut-être nous expliquer, Olivier, mais c'est peut-être celui qui est le plus propice à la vie. Donc il est impératif de ne pas s'écraser sur Europe de façon à ne pas y apporter des éléments terrestres. Et par sécurité, on préfère donc l'écraser sur Ganymède pour éviter que la gravité ne l'entraîne un jour ou l'autre sur Europe. Bon, un cas un petit peu particulier. Alors, on va examiner maintenant quels sont les challenges. Donc, en quoi est-ce que c'est difficile de faire ça ? Ça ne paraît pas forcément évident, mais plus précisément, donc, voici les enjeux majeurs. Il y en a éventuellement d'autres, mais je pense que là, ce sont les thèmes principaux. Première question, comment est-ce qu'on fait pour aller à Jupiter ? Et on verra juste après qu'on n'y va pas en ligne droite. C'est assez compliqué de s'y rendre, et en particulier, on choisit de bénéficier de l'assistance gravitationnelle de certaines planètes. Donc on verra un petit film après, on n'y va pas en ligne droite. Deuxièmement, quelle trajectoire autour de Jupiter ? Donc quelle est la meilleure trajectoire pour observer Ganymède, Callisto et Europe ? Et là, il y a une infinité de possibilités. Donc il y a beaucoup d'études visant à optimiser cette trajectoire, suivant différents critères. On peut se demander aussi quels sont les moyens de navigation, c'est-à-dire comment le satellite fait pour savoir où il est et pour corriger sa trajectoire. Comment fait-on également pour corriger la trajectoire ? Donc quels sont les moyens dont on dispose pour modifier la vitesse du satellite ? Comment communiquer avec le satellite, ce qui est une difficulté générale pour les sondes interplanétaires. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer à des distances qui sont aussi importantes ? Comment est-ce qu'on fait pour générer l'énergie alors qu'on est très loin du Soleil ? Comment est-ce qu'on résiste à des températures extrêmes ? On verra que le satellite est soumis à la fois au très chaud et au très froid. Comment on survit aux radiations ?
donc liées à l'environnement magnétique de Jupiter. Et enfin, comment est-ce qu'on concilie les besoins des 10 instruments qui ne sont pas nécessairement compatibles entre eux. Donc, pour commencer, la trajectoire. Donc, en résumé, cette trajectoire, c'est en tout 6 milliards de kilomètres. Pour une distance entre la Terre et Jupiter qui fait entre 600 et 900 millions de kilomètres suivant les moments. Et ça, c'est parce qu'on n'y va pas en ligne droite. On fait plusieurs fois le tour du système solaire de façon à bénéficier de l'assistance gravitationnelle. Donc, c'est une technique qui a été inventée par les Américains dans le cadre du programme Mariner dans les années 70 et qui consiste à passer à proximité des planètes de façon à bénéficier par gravité de leur vitesse propre et donc d'accélérer le satellite. Globalement, le satellite évolue uniquement sous l'action de la gravité et il est en orbite autour du Soleil, mais on utilise ces assistances gravitationnelles de façon à l'accélérer. Et ça permet globalement d'emmener plus de masse autour de Jupiter. Et dans le cadre de JUICE, on aura donc 3 swing-by, c'est le terme consacré de la Terre, un swing-by de Vénus et un swing-by de Mars. L'inconvénient de passer à côté de Vénus, c'est que du coup, l'environnement thermique du satellite est très très variable. Autant il fera très froid autour de Jupiter, autant il fera très très chaud autour de Vénus. On voit ici la variation du flux solaire entre 50 watts et plus de 3000 watts par mètre carré. Donc ça, c'est une des difficultés technologiques d'arriver à gérer ces différences de température. Une fois autour de Jupiter, on a une phase de mission qui va durer un peu plus de 3 ans, avec 2 survols d'Europe, 13 survols de Ganymède et 14 survols de Callisto. Et puis, au final, donc 10 mois autour de Ganymède. Donc ça, c'est illustré ici par un petit film, alors qui n'est pas totalement à jour parce qu'on l'avait réalisé dans le cadre de l'appel d'offres, et depuis, l'analyse de mission a ajouté un flyby. Donc tout ça est évidemment très très accéléré. Donc on a aperçu furtivement donc, un premier survol de la Terre, puis un survol de Vénus, un swing-by de la Terre, et ce qui n'est pas présent dans le film, c'est le swing-by de Mars. On s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'ajouter un petit swing-by pour ajouter un petit peu de vitesse. Donc au bout de 7 ans, le satellite s'approche de Jupiter, et on peut voir les orbites des différentes lunes autour de Jupiter, qui sont phasées entre elles. Et puis, il y a insertion sur une orbite extrêmement elliptique, avec une période très longue de 9 mois. Donc, c'est une orbite qui, au plus près, est à 1 million de kilomètres de Jupiter, et au plus loin, elle monte jusqu'à 19 millions de kilomètres. Donc, une orbite extrêmement elliptique. Et puis ensuite commence la mission autour de Jupiter, qui est constituée en fait de 40 à 50 orbites autour de Jupiter, qui sont ajustées de telle sorte qu'on puisse survoler tour à tour les différentes lunes glacées de Jupiter. En particulier donc, le survol d'Europe. À un moment donné, on va appliquer une correction de trajectoire de façon à modifier l'inclinaison de l'orbite et pouvoir observer les zones de Jupiter qui se situent au-delà de l'équateur. L'équateur est bien connu parce que la plupart des sondes passent dans le plan équatorial. Et l'intérêt de modifier l'inclinaison, c'est de mieux connaître ce qui se passe un peu plus vers le pôle. Donc, à l'issue de cette phase, on va amorcer un nouveau transfert vers Ganymède de façon à se placer dans les bonnes conditions pour réaliser l'insertion autour de Ganymède. Ce qui va impliquer là aussi un freinage, donc une réduction de la vitesse, de façon à se placer en orbite autour de Ganymède. Donc cette insertion, je crois, de décembre 2032, si je me souviens bien. Mais d'ailleurs, vous avez la date qui défile ici très très rapidement en bas à gauche. Donc après l'insertion, le satellite se trouvera sur une orbite tout d'abord elliptique, puis circulaire avec une altitude de 5000 km. Et tout à fait à la fin de la mission, pour une période seulement de quelques mois, on va modifier l'altitude de façon à se placer à 500 km d'altitude. C'est ce qu'on va voir ici. Donc à la fin, l'orbite est réduite à 500 km. Alors un petit mot particulier sur l'insertion, parce que ça c'est une phase extrêmement critique pour laquelle on a une seule opportunité. Donc le satellite arrive autour de Jupiter avec une vitesse d'environ 15 km par seconde, et il faut réaliser, au point le plus proche, une réduction de vitesse de l'ordre de 800 mètres par seconde,
faute de quoi le satellite tout simplement continue sa trajectoire dans le système solaire. Donc c'est une manœuvre particulièrement critique et pour laquelle on a imaginé une technique originale qui n'a jamais été mise en œuvre à ce jour, qui consiste à passer à proximité de Ganymède 7 heures avant l'insertion, de façon à être freiné par la gravité de Ganymède. Bon, et ça, c'est une manœuvre particulièrement délicate, avec un passage à environ 400 km de Ganymède. Alors Thomas, je vois qu'il y a un survol de Ganymède juste avant l'insertion en orbite de Jupiter. Je pense que les scientifiques aimeraient bien allumer leurs instruments pour prendre des images de Ganymède. Est-ce que ce sera possible, à ton avis? Alors j'aimerais te faire plaisir, Olivier, mais la réponse est non. Hein, c'est pas très raisonnable. En fait, cette manœuvre est tellement critique qu'on a choisi de concentrer en fait, les opérations sur l'insertion. C'est-à-dire qu'on ne va laisser allumer que les équipements strictement nécessaires à l'insertion. Donc pas question d'observer Ganymède au passage. J'aurais essayé. Mais tu essaieras encore, j'en suis sûr, d'ici 2029, cette discussion aura lieu encore plusieurs fois. Donc, comment est-ce qu'on navigue dans le système solaire? Alors, le moyen principal, en fait, c'est une mesure de distance entre le réseau de stations sol de l'Agence spatiale européenne et le satellite. Donc, on mesure le temps de communication entre la Terre et le satellite. Ça donne une indication de la distance et ça permet, en fait, de corriger l'évaluation de l'orbite. Et on arrive comme ça à localiser le satellite avec une précision de quelques kilomètres. En complément, on utilisera également donc, cette caméra que je vous ai montrée sur le satellite et qui permet d'avoir une information visuelle de ce type-là. Et avec un traitement d'image adapté, ce n'est pas totalement évident à faire, on arrive également à améliorer la connaissance de l'orbite. Donc on fait ça en fait, dans les quelques jours qui précèdent les survols de ces lunes. Pour corriger la trajectoire, on utilise un moteur que vous voyez ici à droite, un moteur donc de 400 newtons, 40 kg, ce qui est assez modeste par rapport à la masse globale du satellite, donc on ne parle pas d'accélération fulgurante. Et ce moteur donc, permet de corriger jusqu'à 2,4 km par seconde globalement à travers la mission. Et ça correspond donc à environ 54% de la masse au lancement. Alors c'est un moteur qu'on va utiliser un grand nombre de fois parce qu'on va l'utiliser pour les insertions autour de Jupiter et de Ganymède, mais également pour corriger la trajectoire. Et donc on est actuellement en train de faire des tests, on a même terminé ces tests déjà, c'est ce que vous voyez ici, de façon à vérifier qu'on pouvait utiliser le moteur à peu près une cinquantaine de fois. Et donc ces tests sont concluants, donc on peut passer maintenant à la suite. À noter également l'utilisation donc, des caméras, des senseurs d'étoiles pour mesurer l'orientation du satellite. Donc une petite illustration du survol d'Europe. Donc c'est une petite simulation qu'on avait fait également dans le cadre de l'appel d'offres, où on voit, on se met un petit peu à la place du satellite et on va voir ce qui se passe pendant un survol. Donc le film commence environ 10 heures avant le survol et les tailles respectives de Jupiter et d'Europe sont réalistes, hein, c'est bien l'échelle. Ça a été fait avec un bon simulateur d'image. Alors vous pouvez constater que le satellite est pointé globalement vers Europe, mais il change légèrement son orientation de façon à constituer une mosaïque d'images. Donc le champ de vue n'est pas assez grand à cette distance-là pour prendre une image intégrale d'Europe. Donc il faut réaliser différentes bandes d'images de façon à constituer globalement une mosaïque. Donc le survol à 400 km de la surface, donc ce qui est raisonnable, on pourrait s'approcher plus près, mais disons qu'on ne cherche pas forcément à prendre des risques dans ces phases-là, dans la mesure où on connaît la position à peu près quelques kilomètres. Même chose, évidemment, dans le sens inverse. Donc c'est une phase dans laquelle l'utilisation des instruments est extrêmement optimisée parce qu'on a juste une douzaine d'heures en fait, pour collecter le maximum d'informations dans la limite des ressources disponibles. Donc comment communiquer? Donc ça, c'est un enjeu général pour tous les satellites en orbite interplanétaire. On a principalement une antenne de 2,50 m, une antenne qui est fixe et qui est complétée par une antenne mobile de 0,5 m, 50 cm, que l'on utilise à chaque fois qu'on n'est pas en mesure de pointer l'antenne principale vers la Terre. Et donc, par exemple, pendant le survol d'Europe, le pointage du satellite n'est pas compatible avec le pointage de l'antenne. Donc, on utilise une antenne auxiliaire. Alors moi, ce que je trouve toujours étonnant, c'est le fait que la puissance dont on a besoin pour communiquer, c'est seulement 50 watts, donc à peine une petite ampoule électrique visible à plus de 900 millions de kilomètres, et qui permet quand même donc de réaliser environ 50 kilobits par seconde de liaison, ce qui n'est pas si mal à ces distances-là.
Bon, pour réaliser ça, il faut évidemment de très très grandes antennes au sol. Et l'Agence spatiale européenne a 3 antennes autour du monde qui font chacune un diamètre de 35 mètres. Et donc ça permet de collecter 175 mégaoctets de données par jour, ce qui veut dire que pour remplir cette clé USB, il faut environ 45 jours. Globalement, le volume de données collectées sur la mission est estimé à 250 gigaoctets, ce qui est pas mal, mais ça ne fait jamais qu'un petit disque dur. Et ça illustre la difficulté à collecter des données à des distances aussi grandes. Par comparaison, un satellite d'observation comme Pléiades, qui est un satellite français d'observation de la Terre, collecte ce volume de données chaque jour. Et donc, ça n'est pas surprenant, évidemment, qu'il soit plus difficile de collecter des données autour de Jupiter qu'autour de la Terre. En ce qui concerne l'énergie, pendant très très longtemps, en fait, les missions interplanétaires se reposaient sur des piles nucléaires, notamment sur Voyager, que vous voyez ici, qu'on appelle des générateurs thermoélectriques à isotopes, et qui utilisent du plutonium. Donc Voyager permettait de générer jusqu'à 470 watts de puissance, ce qui n'est pas si mal, avec une technologie extrêmement robuste, puisque Voyager marche encore, 39 ans après le lancement, ce qui est assez remarquable. Bon, en Europe, on n'utilise pas cette technologie pour différentes raisons, mais l'une d'entre elles étant le risque environnemental au lancement. Donc cette technologie implique des dizaines de kilos de plutonium au lancement, ce qui, en cas d'échec, toujours possible, présente quelques risques. Bon, et en Europe, on considère que ça n'est pas acceptable. Donc on utilise pour JUICE, comme pour Rosetta d'ailleurs, hein, une technique à base de panneaux solaires. Et donc là, on est pratiquement à la taille maximum, 97 mètres carrés, avec en tout 27 000 cellules qui ont une efficacité de 28%. Donc ça, c'est 2 fois plus que les cellules solaires qu'on a utilisées à l'époque de Rosetta. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'évolution de la technologie qui permet en fait d'utiliser des panneaux solaires pour Jupiter. Avec la même technologie que Rosetta, on ne pourrait pas la faire. Il faudrait des panneaux 2 fois plus grands. Donc ces cellules permettent de générer plus de 800 watts autour de Jupiter, ce qui est tout à fait correct pour réaliser une bonne mission scientifique. Ça fait plusieurs années qu'on fait des tests sur ces cellules, parce que l'utilisation des cellules dans un environnement très froid, avec très peu de lumière, et soumise à des rayons, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à évaluer. Et l'effet des radiations en particulier dégrade l'efficacité des cellules. Donc on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup encore pour évaluer précisément le rendement des cellules dans ces conditions. Les températures extrêmes, donc la logique de la trajectoire implique de passer tout d'abord à Vénus avant d'aller jusqu'à Jupiter. Donc autour de Vénus, il faut savoir que le flux solaire est 2 fois plus important qu'autour de la Terre, et par conséquent, donc on est obligé d'utiliser l'antenne de 2,50 m également comme un bouclier. Elle va protéger le satellite du flux solaire. C'est quelque chose qu'on a déjà fait à l'époque de Vénus Express, donc c'est une technologie qu'on maîtrise, mais la différence ici, c'est qu'on va également vers le très froid. Donc, à titre de référence, l'antenne va avoir sa température qui monte jusqu'à plus de 180 degrés. Inversement, autour de Jupiter, le flux solaire est divisé par 25, on n'a plus que 50 watts par mètre carré, et on a également en plus ce qu'on appelle des éclipses, c'est-à-dire des phases durant lesquelles le Soleil est masqué par Jupiter, et ces phases peuvent atteindre 4 heures. Donc à l'issue des 4 heures, la température de l'antenne va descendre en dessous de moins 200 degrés. Donc on a une plage globale qui va entre moins 200 degrés et plus 180 degrés, et il n'est pas évident de trouver des matériaux qui sont adéquats et qui peuvent supporter de tels extrêmes. On a choisi donc une antenne en Kevlar avec une peau carbone qui n'est pas encore qualifiée pour ces conditions extrêmes, mais qui va l'être très très prochainement. Dernier challenge, les radiations. Donc Olivier a expliqué que le champ magnétique de Jupiter était extrêmement intense. Et une des conséquences de ça, c'est que les particules émises par le Soleil, principalement les électrons, sont piégées par le champ magnétique et elles se déplacent à très haute vitesse. Quand on dit très haute vitesse, c'est pratiquement la moitié de la vitesse de la lumière, donc jusqu'à 100-200 000 km par seconde. Et donc elles se déplacent le long des lignes de champ magnétique en l'espace de quelques secondes. Donc ces particules de très haute énergie sont très très difficiles. En fait, elles sont très agressives pour le satellite et elles sont susceptibles de provoquer un certain nombre de dommages, en particulier dégrader les composants électroniques, voire les détruire. Si on utilise des composants qui ne sont pas assez robustes, ils pourraient éventuellement être détruits par ces radiations. Ça peut également générer des phénomènes de décharge électrostatique, c'est-à-dire si les électrons s'accumulent sur une partie du satellite, on pourrait observer des décharges, des éclairs. Et donc il faut protéger le satellite particulièrement de ce risque-là.
Et enfin, ça peut également avoir un effet sur les mesures scientifiques. Comme on l'a vu sur l'image de Pioneer, l'image était particulièrement bruitée, de mauvaise qualité, parce que les électrons à haute énergie, en fait, viennent également ajouter du bruit aux images. Donc ça nécessite en fait des mesures extrêmement spécifiques pour protéger le satellite. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce dossier, avec de nombreuses activités technologiques à la clé. Et ça implique plusieurs mesures différentes. Premièrement, l'utilisation de composants électroniques qui sont beaucoup plus robustes que la moyenne. Et donc c'est des composants qu'on est en train de tester depuis quelques temps pour vérifier leur tenue aux radiations. On optimise également la trajectoire de façon à rester dans, je dirais, dans une dose globale de radiation qui est acceptable. Donc ça veut dire par exemple qu'on va renoncer à observer le satellite Io, bien qu'il soit intéressant, mais son passage impliquerait une dose de radiation beaucoup trop élevée. Donc quand on optimise la trajectoire, il y a un compromis en fait entre l'intérêt scientifique, mais également le respect d'un environnement qui soit acceptable pour le satellite. Et enfin le blindage. Donc c'est particulièrement difficile de blinder le satellite par rapport à des particules qui ont autant d'énergie parce que ces particules vont traverser le blindage. Le phénomène de radiation existe autour de la Terre, mais avec une énergie bien moindre. Donc c'est particulièrement difficile de blinder le satellite. Et nous avons choisi en fait d'utiliser une technique de blindage au plomb. Donc c'est un matériau qui est utilisé notamment dans le nucléaire et dans la médecine pour protéger également le personnel des radiations. Et donc on va mettre en œuvre un blindage à base de plomb avec au total pratiquement 200 kg de masse uniquement consacrée au blindage pour protéger le satellite. Donc ça, c'est une des difficultés majeures de cette mission, c'est de se protéger des radiations. Alors, on aurait pu développer encore d'autres challenges, parce qu'il y a d'autres difficultés ici ou là dans l'architecture du satellite, mais je crois qu'il est temps pour nous de conclure. Donc Olivier, je te laisse la parole. Bon, vous avez vu les rêves des scientifiques. Donc pour cette mission excitante, on veut vraiment essayer de comprendre ce qu'il y a sous ces surfaces glacées des satellites de Jupiter, en particulier confirmer la présence d'eau liquide, et ensuite essayer de les déterminer le plus possible, par exemple à quelle distance sous la glace on a cet océan d'eau liquide. On va en profiter pour regarder Jupiter et la magnétosphère, les aurores, la connexion entre Jupiter et les lunes, tout ça pour comprendre en fait si l'environnement de Jupiter peut générer des régions qu'on dit habitables, c'est-à-dire qui pourraient être propices au développement de la vie. Vous avez vu que c'est des questions très excitantes, c'est des rêves. Je pense qu'avec Thomas, notre ingénieur, on est en bonne main pour avoir le meilleur satellite, pour faire notre rêve et essayer de prendre ce genre d'images. Mais il va falloir être patient parce que ce genre d'informations et d'images arriveront seulement à partir de 2030. Alors j'ai envie de dire, Olivier, je te donne rendez-vous dans 20 ans peut-être pour parler de ces résultats, à ces mêmes rencontres, ciel et espace. Voilà. Donc il est temps pour nous de vous remercier de votre attention. Merci.